Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. C'est pas tout rose dans l'industrie automobile américaine. Un autre joueur qui est pris avec un rappel majeur. Oui, effectivement, c'est Stellantis qui est dans le fond l'entreprise là, qui a résulté de la fusion de Chrysler, Fiat et plusieurs autres, qui a vu un rappel assez important de ces véhicules hybrides. On parle du Jeep Wrangler, du Cherokee, de d'autres modèles. À une époque, Mario, c'était le véhicule hybride le plus vendu là, en Amérique du Nord, le Jeep Wrangler 4xe. Et donc, ils font face à un rappel important. Et donc, ils ont annoncé hier, là, en fin de journée, qu'ils suspendaient la production là, de ces véhicules-là. Ça s'ajoute évidemment à la saga là, de Ford qui a annoncé la suspension de certains modèles également. Puis ça montre évidemment la difficulté qu'ont les entreprises américaines à prendre le virage là, vers l'électrification de leurs modèles. Le rappel risque d'être très, très coûteux pour Stellantis, puis je pense qu'ils préfèrent, puisqu'ils n'ont pas encore identifié la manière de résoudre le problème, ça risque de prendre un certain temps, mais ils ont préféré cesser la production. Là. Je vais te poser une question brutale et plate, mais tout ce que tu viens de nous nommer, Ford qu'on voyait comme dans les américaines, là, le leader un peu dans l'électrique, l'électrification, est-ce que les grandes compagnies vont vivre une autre génération de véhicules à essence puis revenir dans une phase 2 plus réussie de l'électrique plus tard? Ou est-ce qu'ils vont juste mourir au combat? Parce que l'hypothèse se pose la question que des Tesla puis d'autres meilleurs fabricants de véhicules électriques vont prendre la place, puis à un moment donné, ils vont faire leur dernier vieux char à gaz, puis ils vont disparaître, ils vont mourir de leur belle mort. C'est très difficile à dire. Puis là, tu parles évidemment de Tesla qui, il y a 10 ans, était nulle part sur les radars de personnes, qui aujourd'hui va avoir livré là, près de 2 millions de véhicules cette année. Ça peut sembler peu, et qui a mais été ça reste dépassé par la chinoise BYD en passant. Là. Fait que c'est ça, c'est l'autre bout, les véhicules chinois. C'est là où j'y arrivais, Mario. C'est que là, à chaque fois que j'entends ces histoires du F-150 Lightning il y a quelques jours, puis maintenant des Jeeps qui sont en arrêt de production, c'est pas une question idéologique, là. C'est juste qu'il y a un scénario dans lequel le futur de l'automobile, il est électrique. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais s'il est électrique, puis que t'es complètement pas là, puis que tu en fabriques plus, puis que t'es plus vraiment dans la game, ben pendant ce temps-là, effectivement, les Chinois, eux, ils en produisent des millions, voire des dizaines de millions. Ils raffinent, évidemment, leur capacité de production, leur technologie. Et si l'avenir est dans cette direction-là, Mario, c'est l'équivalent des années 90 d'attendre que l'Internet passe, là, tu comprends? Puis à cette époque-là, les Américains ont été franchement extraordinaires. Je veux dire, aujourd'hui, l'Internet est un produit quasi américain. Là, tu regardes Facebook, Google, Amazon, Netflix. Je veux dire, les Américains ont saisi l'Internet comme la prochaine révolution économique d'importance. Ils l'ont très bien fait. Dans le domaine du transport, ils sont carrément en train de rater le bateau. Puis, tu sais, aujourd'hui, Mario, on fait les paniers bleus et tout ça. Je veux dire, les Américains feront des paniers bleus dans 20 ans là, pour essayer de rattraper leur retard d'électrification, mais il sera trop peu, trop tard quand les Chinois seront capables de faire à très faible coût des technologies qui seront 10 ans d'avance. Donc, en tout cas, ça me désole, évidemment, pour l'Amérique du Nord d'apprendre ça à nouveau, surtout sur des modèles qui sont très populaires. Tu sais, si c'était un petit modèle là, complètement négligeable, Mario, mais le Wrangler 4xe, ça a vraiment été, là, aux États-Unis, une petite révolution. Les gens étaient très excités par ça. Ça rajoutait de la puissance comme à le un Ford véhicule 150 Lightning, non? C'est un peu pareil, là. Puis ce qui est paradoxal, c'est qu'ils en ont vendu des centaines de milliers, tu sais, fait que c'est pas comme s'il y avait pas une demande, c'est juste qu'ils sont pas capables de les faire, un, de manière profitable, puis deux, de manière, dans le cas de Jeep, là, sans des rappels fiables. Donc c'est bien malheureux comme histoire. Alexandre nous racontait ça tout à l'heure. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il faut voir ça comme souhaitable ou dangereux, la création d'un géant colosse, Rio Tinto et Glencore, qui sont déjà deux géants du secteur minier, mais qui se fusionneraient? Bon, Rio Tinto, évidemment, est le géant dans cette histoire-là, une valorisation d'environ 200 milliards de dollars. Là. On parle d'une fusion, mais c'est vraiment plus une acquisition de Glencore, qui est une entreprise de 53 milliards là, quand j'ai vérifié ce matin. Donc, bon, ça reste de très, très grandes entreprises, mais qui fabriqueraient donc le géant minier mondial à 260 et quelques milliards de dollars de valorisation. Puis évidemment, chez nous, Mario, on le sait, c'est une entreprise, ce sont deux entreprises qui sont très présentes sur le territoire.
autant dans les alumineries, la fonderie Horn, Nemaska Lithium, donc ils ont plein d'activités et j'en passe. Ce serait une bonne nouvelle économiquement, Mario, parce que ça crée un plus grand groupe qui actuellement a des difficultés de financement de certains de ces projets, notamment dans la filière du cuivre, où il y a vraiment une demande qui est exponentielle avec les centres de données, les véhicules électriques, tout ce qui est justement électricité. Là, on parle d'Hydro-Québec qui veut investir 200 milliards, ben, il va falloir des lignes de transmission, des éoliennes, un paquet d'affaires. Ils ont de la difficulté à se financer. La contrepartie, Mario, c'est qu'une province de 9 millions de personnes qui négocie, ben, c'est plus facile de négocier qu'une business de 1 milliard qu'avec une business de 250 milliards. Tu comprends? Fait que plus on va être face à une espèce de méga géant, moins on va avoir de pouvoir de négociation. Puis tu sais, je pense notamment dans le cas de la fonderie Horn, ben, si c'était une seule entreprise, ils pourraient nous faire du chantage avec leurs alumineries d'un bar. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'ultimement, ça nous enlève un peu de pouvoir de négociation potentiellement, mais ça reste que ça pourrait se traduire par des investissements additionnels au Québec. L'énergie est un intrant crucial pour toute cette filière-là, puis le Québec en a actuellement, puis va en avoir davantage dans les prochaines années. Donc, je pense pas, je pense qu'on est en bonne position. Là. C'est juste que dans un groupe de ce grosseur-là, tu sais, qu'on parle de la fonderie Horn, tu sais, je me mets toujours, comment je dirais ça, tu sais, je me figure là, dans ma tête le board, là, tu sais, la salle du conseil d'administration ou des dirigeants là, avec un grand tableau, puis là, t'as la carte du monde. Fait qu'on s'entend que la fonderie Horn, là, c'est un petit pic, là, c'est un petit point qui ont des usines pis des mines sur tous les continents, dans tous les pays. Fait que tu sais, nous autres, à Rouyn-Noranda, la fonderie Horn, c'est le centre de la ville. Au Québec, c'est économiquement important. Mais à l'échelle d'une entreprise qui fonctionne de façon planétaire, c'est un petit point de production, tu comprends? Ben, c'est ce que je te dis, c'est donc que notre pouvoir de négociation, de garder ça envers et contre tous, serait beaucoup affaibli dans le cadre d'un plus grand groupe. Puis plus Rio Tinto, Glencore, là, si ça devient capacé, est grand, moins chacune des installations est importante, donc on peut plus facilement les sacrifier comme des petits pions, tu sais, 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Donc, encore une fois, ça enlèverait du pouvoir de négociation au Québec. Francis, est-ce que tu as un malaise avec cette initiative de la Commission scolaire de Montréal qui en appelle aux dons, là? Puis j'ai vu un peu... bon, tu sais... par exemple, dans les hôpitaux, là, les hôpitaux sont publics, mais on a quand même des fondations. Là. Je veux dire, moi, j'ai participé, je sais pas combien de fois, à des tournois de golf de fondations d'hôpitaux pour aider à acheter un scan ou un équipement. Puis il y a ça dans toutes les régions du Québec. Mais est-ce que des écoles publiques qui font des campagnes de souscription, c'est légitime ou est-ce que c'est un malaise? Ben, tu sais, c'est drôle parce que dans le milieu anglo-saxon, cette question-là se poserait pas, Mario. Tu sais, tous les organismes publics, parapublics ont leurs fondations, ont leurs donateurs, ont leurs philanthropes. Je trouve que c'est très typiquement québécois, là, qu'on voit aujourd'hui une levée de bouclier face à une école qui cherche à recueillir des fonds, là. Puis, tu sais, je pense à, je sais pas, là, des riches hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui viennent de milieux modestes puis qui se disaient, écoute, je vais redonner 100 000 $, 1 million à mon école primaire de Saint-Jean-Port-Joli. Là, tu comprends? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas que certains philanthropes participent à l'effort? Certains disent, on paye déjà avec nos impôts, pourquoi on payerait en double? En fait, il n'y a aucune obligation, Mario, là, de faire preuve de philanthropie là, face à ces organismes-là. Je trouve juste ça bien. Moi, personnellement, je trouve ça bien qu'on ouvre la porte à ça. Les Québécois, on le sait, donnent la moitié moins d'argent à toute cause confondue, qu'elle soit religieuse, santé, éducation, que les Canadiens, là, tu sais, avec qui on partage quand même une monnaie, un système bancaire, un système fiscal. Fait que, tu sais, pour moi, personnellement, la grande levée de bouclier syndical ce matin, de dire, c'est la preuve que l'éducation est sous-financée. Un peu, mais c'est pareil partout. Puis j'ai pas une grande objection morale à ce que l'école publique cherche à lever des fonds. Tu sais, moi-même, j'étais dans une petite école publique quand j'étais jeune. Puis si un jour je suis très riche, je leur redonnerai de l'argent. Tu sais, il y aura une salle à mon nom. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas le problème. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je vois pas le problème avec ça que de dire je redonne. Tu sais, si je réussis, je redonne à mes racines plus humbles. Tu sais, mais après, non, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais aussi que c'est, comment dire, mettons que tu fais une campagne de souscription dans la communauté, là, c'est aussi une occasion pour la communauté de s'approprier davantage l'école, parce que
sais, cette idée que l'école n'est qu'une structure bureaucratique désincarnée, que le ministère de l'Éducation a déposé dans ton quartier parce qu'il est obligé de le faire administrativement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais plutôt que l'école est une institution du quartier qui appartient à la communauté, puis tout le monde s'en mêle, puis tout le monde peut aller aider, puis faire du bénévolat, puis faire des dons, parce que là-dessus, c'est comme cette vision un peu, on aime la vision bureaucratique, de dire, ben nous autres, regarde, là, le territoire est quadrillé, puis le ministère de l'Éducation est obligé là, de mettre des écoles partout, puis qu'elle appartient pas au quartier, l'école, elle appartient au ministère, parce que le ministère l'a mis là parce qu'il était obligé de la mettre, là, t'sais. Ben, c'est ça, c'est une vision très, très... Ben, puis tu sais, c'est radicalement égalitaire aussi, parce que je lisais là dans les commentaires sur différentes plateformes, là, les syndicats qui disent « Ah, ben tu sais, ça va créer des écoles publiques mieux nanties, puis moins bien nanties. » Mais tu sais, je veux dire, cette espèce de vision, là, tu sais, où tous les enfants sont comme un numéro, là, puis on fait aucun favoritisme, puis tu sais, tous les quartiers sont absurdes. Tu sais, c'est une forme de nivellement vers le bas, finalement. Fait que pour moi, personnellement, comme je le dis, j'endosse pas cette espèce de montée de lait contre l'égalitarisme que tu décris a quand même eu du succès à plusieurs endroits. Là, je pense au Venezuela, à Cuba. Bonne fin de semaine, France. Parce que c'est le temps de finir.